Accord, désaccord avec Renaud Blanc sur Radio Classique et Paris Première. Et voilà, Monsieur Berkoff en personne, André Berkoff qui fait une entrée remarquée pour Accord, désaccord avec donc Bruno. J'ai beaucoup de sujets dans l'actualité. C'est vrai que Michel a commencé sa revue de presse avec le nombre de candidats qui ne cesse de grandir à gauche au cas où François Hollande n'irait pas. Alors, on a parlé de Manuel Valls, on a parlé de Ségolène Royal. Libé parle ce matin de Christiane Taubira. Bruno, André, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est Bruno ou André? Bon, on peut commencer avec d'abord Bruno et ensuite on enchaînera avec André. Oui, parce que moi j'étais là à l'heure. Alors, et puis souvent quand vous êtes avec Philippe Tesson, vous commencez après. Oui, toujours délateur. Ouais. C'est ça la gauche. Alors, en fait, il n'y a pas de suspense. Le candidat, enfin celui qui est en train de laisser créer les conditions de sa candidature, c'est François Hollande. Voilà. Christiane Taubira, pour information, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était une idée de Claude Barthelone. Voilà, c'était ça, oui. Donc, mais ça n'a pas fait long. Dire qu'il n'a pas toujours de bonnes idées. Ça n'a pas rencontré un franc succès. Non, la vérité, c'est que moi, je l'ai écrit dès jeudi sur le site de Challenge. La stratégie de François Hollande, c'est l'immobilisme. C'est laisser passer la tempête qui est née autour du livre de nos amis Davet et l'Homme. Un président ne doit pas dire ça. Laisser les uns et les autres face à leur propre destin. Et à l'arrivée, c'est de faire de sa faiblesse une force. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Jean-Christophe Cambadélis passe son temps... Bruno, on peut couler dans une tempête aussi. Non, mais moi je vous dis ce qu'a François Hollande en tête. Le jugement, après, chacun portera là-dessus le jugement qu'il veut. Mais c'est faire de sa faiblesse une force. Pourquoi est-ce que Jean-Christophe Cambadélis passe son temps à dire aujourd'hui le candidat de la gauche, il est pas au second tour? C'est pour décourager tous les autres. C'est leur faire comprendre que si vous y allez, vous serez celui ou celle qui prendra une responsabilité historique d'une défaite historique. Et derrière, vous pouvez oublier tout espoir de 2022, 2027 et au-delà. C'est tout. Donc le candidat, s'il a envie d'être candidat aujourd'hui incontournable, c'est François Hollande. Le reste, c'est de l'écran de fumée total. André. Bon, écoutez, moi je remonte pas une semaine, je remonte à 1 an et demi. On va pas se faire des exploits militaires, parce qu'il n'y a pas le droit, que j'ai dit que François Hollande ne se représenterait pas, que François Hollande était déjà cramé, et que comme c'est un type intelligent et qu'il est tout sauf un imbécile, il va cramer tout autour de lui. Je répète, faisons l'histoire de Davet et l'Homme n'est absolument pas un pavé dans la mare. Je ne savais pas les phrases sorties de leur contexte. C'est faire à François Hollande un très mauvais procès de le prendre pour un imbécile. Tout ça, je ne dirais pas a été concocté, mais à partir du moment où un président de la République, je dis bien en exercice, accepte que des journalistes publient sans qu'ils le revoient, et ce n'a rien à voir avec la liberté d'expression, ça, un pavé aussi hallucinant. Moi, je crois que c'est plié. On le sait très bien. Pour vous, il a coulé dans la tempête. Il s'est coulé dans la tempête. Ouais. Ça va plus loin. Moi, je crois que c'est un choix. Il savait depuis 1 an et demi, quand on est à 12 ou à 16, on n'a aucune chance. Et simplement, il va attendre décembre, effectivement, pour le proclamer, pour le dire, parce qu'il sait très bien qu'il ne passe pas le premier tour. Et la panique à bord, on la voit un peu partout. Et c'est clair, à ce moment-là, il y aura Valls, Montebourg et Valls, il a tenté un rassemblement ce week-end, il a lancé effectivement un appel à tous les socialistes, sauf que on a le sentiment que ça ne prend pas. Mais parce que Valls a été piégé. Valls est piégé. Valls a été piégé par Hollande, parce que, encore une fois, Hollande, c'est un très piètre stratège, mais un excellent tacticien. Parce que, en fait, Valls, si, honnêtement, mettons dans la peau de Valls et considérons les intérêts de Valls, il fallait qu'il parte il y a 4 mois, au moment de la déchéance de nationalité ou un peu avant. Simplement, là, Valls est obligé d'être fidèle au président jusqu'au bout, donc il ne peut rien faire. Il peut faire des proclamations comme ça, dire je suis prêt, etc. Mais en fait, il ne peut pas se désavouer en désavouant Hollande jusqu'à ce qu'Hollande se décide. Bruno. Mais non, mais André a raison. Manuel Valls, il s'est fait doublement piéger, d'une part par François Hollande, qui l'a enfermé à Matignon, parce que chacun sait que Matignon c'est un piège, et Manuel Valls s'est retrouvé assez vite pris dans une tenaille où il ne pouvait pas partir de Matignon, parce qu'en fait ce que nous avons vu ce week-end, c'est-à-dire l'échec de son appel à l'unité, c'est la conséquence de l'enfermement de Matignon. Bon. Parce que, d'une part, effectivement, François Hollande l'a enfermé, et d'autre part, il s'est enfermé lui-même. C'est-à-dire qu'à Matignon, au lieu de rassembler sa majorité, il a passé son temps à taper sur toutes les composantes de sa majorité, sur toutes les composantes de la gauche, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il a continué à être le transgressif
qui avait fait son succès quand il était électron libre au sein du Parti socialiste. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que Manuel Valls est nu, mais complètement nu. Hormis quelques députés, quelques parlementaires, il a quasiment zéro troupe aujourd'hui au Parti socialiste, à part peut-être la fédération de l'Essonne, qui est là où il y a Évry. Voilà, si, quand même, l'Essonne, il le tient. Il y a qu'à voir comment Malek Bouti fait tout pour complaire au maître de l'Essonne, puisqu'il est lui-même député de l'Essonne. Mais c'est tout, voilà. Et ce que redoute Jean-Christophe Cambadélis, j'en termine là-dessus, c'est justement que François Hollande n'y aille pas, parce qu'il se retrouverait effectivement avec une primaire où de gens qui se taperaient dessus de manière telle que tout espoir de rassemblement des électeurs derrière le candidat socialiste éventuellement désigné serait quasiment proche de zéro, ou alors à gérer une primaire de nains, c'est-à-dire Montebourg, Benoît Hamon. Sans que Ségolène, non mais c'est ça la vérité, sans que Ségolène Royal ou Manuel Valls aient envie d'y aller. Vous imaginez ? Ne faisons confiance à la gauche pour effectivement imiter pâlement la droite, et on voit très bien ce qui se passe. J'ajoute un dernier élément. Et ensuite, je voudrais qu'on écoute. Mais il y a aujourd'hui des députés socialistes qui sont conscients de l'affaire et qui se sont tournés vers Emmanuel Macron en marche, en lui disant Emmanuel, on est prêt à te soutenir. Condition, tu viens à la primaire. Macron a pas tellement envie. On va écouter Bruno Le Roux sur France Info. Eh bien, lui, évidemment, il reste fidèle à François Hollande. On l'écoute. Il y a aujourd'hui, derrière le président de la République, tout simplement parce que nous pensons que le soutenir, c'est aussi valoriser le bilan qui est le nôtre. Mais on peut le soutenir, il y a on peut une large majorité. La seule question, elle tient en un mot. Quelle est la capacité que nous avons à nous rassembler et derrière qui ? Je pense que le président de la République représente aujourd'hui la meilleure capacité de rassemblement, et c'est pour cela que je disais il y a quelques jours, mais sans vouloir dramatiser les choses, que s'il n'est pas candidat, alors il y aura l'émiettement. Voilà, s'il n'est pas candidat, alors il y aura l'émiettement. Bah en fait, s'il est candidat, il y aura également l'émiettement. C'est ça qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire, évidemment, le dernier carré doit pousser les hauts cris et l'oriflamme en disant s'il n'est pas là, c'est le chaos. En fait, non, le chaos est déjà là. Et en fait, qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, il se peut qu'il y aille aussi, ne changera rien à l'affaire. Si vous voulez, il y a aujourd'hui une désaffection, d'ailleurs on la voit à gauche comme à droite, énorme. Encore une fois, ce n'est pas une question vis-à-vis d'un certain nombre de politiques et représentants. C'est pour ça quand Bruno parlait de Macron a tort ou a raison. On en parle pourquoi ? Parce qu'il paraît neuf par rapport à tous les autres. Quand vous pensez qu'on va retrouver Juppé, Sarkozy ou Hollande, imaginez un peu la réaction de rejet des gens. C'est ça le problème. Alors on va passer à Calais. Je vous propose d'écouter Marion Maréchal-Le Pen sur RTL, justement sur l'accueil des réfugiés. Et ensuite, on entendra sur le même sujet Alain Juppé qui, lui, était sur France Inter. Une immense majorité ne sont pas de vrais réfugiés. Je vais vous dire, c'est même Bernard Cazeneuve qui, lorsqu'il est venu à Calais, avait rappelé que 60% étaient des immigrés économiques. Moi, je veux bien qu'on cherche à faire culpabiliser les Français en leur disant « Oui, vous êtes totalement immoraux, vous ne voulez pas aider des réfugiés de guerre », mais c'est un mensonge. Et moi, je vois de la misère tous les jours dans ce département. Quand je vois la volonté et l'énergie qui est mise au service de ces migrants par le gouvernement, j'aimerais en voir autant, pour d'autres types de misère française. La France a fait ce qu'elle pouvait faire, ou ce qu'elle devait faire. Peut-être peut-elle faire mieux. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la capacité d'accueil de beaucoup de nos concitoyens, y compris de nos associations, qui sont souvent extrêmement généreuses dans ce dossier extrêmement difficile. La France a fait ce qu'elle pouvait ou devait faire. On parle de 10 000 personnes à Calais. Est-ce que c'est... Voilà, on a quand même une réalité des chiffres. C'est-à-dire qu'on est en train de s'écharper sur un pays de 65 millions d'habitants pour accueillir 10 000 migrants. Alors évidemment, c'est toujours la question de l'appel d'air qui va être soulevée, mais voilà, Bruno, votre sentiment sur cette question de Calais et sur l'instrumentalisation du FN derrière tout cela, comme on le dit dans la presse ce matin. Dans certains journaux. Les deux extraits sont assez révélateurs. Voilà, vous avez la raison, quoi qu'on pense d'Alain Juppé, qui effectivement remet les choses à leur place comme vous venez de le faire. Je crois que c'est même pas 10 000 personnes d'ailleurs, Calais, ça doit être à peu près 7 000, 6 800, quelque chose comme ça. Effectivement, c'est rien à l'échelle d'une nation de 65 millions d'habitants. C'est rien. Bon, c'est rien, mais c'est tout pour un certain nombre de gens qui ont peur de tout, parfois peut-être à juste titre, parfois parce qu'ils sont effectivement manipulés par les fantasmes que déverse sur eux le Front National, comme vient de le faire Marion Maréchal-Le Pen. Et nous sommes effectivement en face de cette étrange situation. Il y a eu un village, je crois que c'est dans le Midi, où on a vu des militants du Front National, comme par hasard, venir exciter les gens contre l'accueil des réfugiés avec des manifestations devant la mairie qui ont failli mal tourner. Bon, c'est ça aujourd'hui le Front National.
Il faut avoir ça présent à l'esprit. C'est un parti qui fait aujourd'hui 30%. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi certainement eu. C'est un parti qui fait d'abord, il fait pas encore 30%. Pour l'instant, il a fait 27 aux élections régionales l'an dernier ou aux européennes. 27, c'est pas 30. Je demande à voir ce qu'il fera à l'élection présidentielle à travers sa candidate Marine Le Pen. Voilà, parce qu'il y aura plus de participation et on verra si en nombre de voix, si en pourcentage par rapport à son nombre de voix, le Front National progresse. Ça, c'est intéressant aussi. Et je rappelle également que dans les élections où ça se termine, candidat républicain de droite ou de gauche contre Front National, le Front National perd toujours. Je voudrais un peu quitter les élections et quitter les problèmes des partis. Donc on verra bien ce que donnent les élections. Non, moi je crois que vraiment, on aborde ce problème quand on dit Calais, c'est 10 000. C'est pas un problème de chiffres. C'est que moi je reviens, là j'étais à Bergerac, dans le etc. À Bergerac, il y a un petit village. En Dordogne. En Dordogne. Enfin. Dordogne. Et merci. Non, je veux dire, je suis allé dans un petit village et je vous assure que là il y avait pas un Front National. Simplement, c'est toujours pareil. On fait quelque chose, on dit on va disperser Calais et autres. Mais est-ce qu'on prévient les gens de où ils vont aller? Il y a un petit village je ne me rappelle plus le nom, de 150 habitants, qui accueille, là, on leur a dit qu'ils vont accueillir 90 migrants. Le problème, c'est que on ne les a prévenus de rien. C'est plus que le Havre. On en parlait avec Édouard Philippe il y a un petit moment. Donc c'est ça qui. Mais c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que, attendez, mettez-vous à la place des gens. C'est facile de dire, nous, oui, mais comment ils comprennent pas, ils ont peur, etc., etc. Mais ils ont peur. Mais je veux dire, tous ces gens-là qui disent, oui, accueillons. Moi, j'aimerais que vous posiez une question ici à Radio Classique, à tous les chanteurs, vedettes, etc., qui ont dit accueillons. Vous vous rappelez cette campagne? Je voudrais savoir si dans leur résidence secondaire, ils ont accueilli une famille. Un petit peu de caricature en passant. Non. C'est trop facile. On se déchaîne, allons-y. On donne des leçons de morale, bien dans son petit nid douillet, on donne des leçons de morale aux autres. Mais quand un village, excuse-moi, de 150 habitants accueille sans qu'on l'ait prévenu, sans rien, on leur dit où est le problème? Non mais la question c'est où est le problème? Où est le problème? Oui. Mais mets-toi à la place de ce village de 150 habitants. Oui, alors justement, je me mets à leur place et je m'interroge, je me dis, mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? C'est une question d'économie. Mais non, mais de quoi ont-ils peur? Mais de quoi ont-ils peur? Une question économique, une question d'habitation, une question de coexistence. Excuse-moi, tu es chez toi à la maison, il y a 15 personnes qui arrivent chez toi en disant, voilà, il faut les placer. Vous avez une comparaison qui n'a pas de sens. Cher Bruno, ça a totalement le sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Il est là le problème. Ça n'a pas de sens. Il est là. Ils ont peur parce qu'on leur raconte n'importe quoi. Mais on leur raconte pas. Allez, arrêtez. Vous êtes dans le déni absolu de la réalité. D'ailleurs, vous savez, c'est la réalité. On est vraiment dans l'accord-désaccord. Non, c'est pas ça. Non, je cherche à comprendre ce que dit André. Pourquoi le Front National est aujourd'hui à 26, 27 et 30? Pourquoi? Parce qu'on a laissé tomber 55% de la population française. Les élites mondialisées ont fait un plan social massif et ont dit, écoutez, débrouillez-vous, on va pas vous laisser crever de faim, débrouillez-vous. Et voilà le résultat. Et ça continue sur les migrants. Les élites mondialisées, il manque plus que Cosmopolite derrière. Démantèlement. C'est la métropole. Oui, il faut nommer les choses. Pas démantèlement. Est-ce que pour vous, il faut renégocier avec les Anglais de toute façon sur cette question de Calais? Et le traité d'étouffier. Il faut bien renégocier avec les Anglais, puisqu'ils sont en train de sortir de l'Europe. Donc de toute façon, effectivement, le problème va se poser à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'effectivement, la France a joué les gardes frontières du Royaume-Uni pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec les négociations autour du Brexit, de toute façon, la question sera sur la table. Et je pense qu'il est un moment aussi où les Français, comme les autres Européens, et les Anglais aussi d'ailleurs de leur côté, devront tirer toutes les conclusions du choix qu'ont fait les Anglais. Alors moi, en 10 secondes. Juste en 10 secondes, je voudrais rappeler quelque chose. Rappelez-vous qu'il y a 1 an et demi, on disait Madame Merkel, l'angélique Madame Merkel, quel exemple. Regardez les dernières élections en Allemagne, ce qu'a donné le parti de Madame Merkel. Il faut arrêter de prendre les gens pour être des ultra-fascistes quand ils manifestent un certain nombre de Même sentiments. Quand ils votent pour des fascistes, ils ne sont pas fascistes. Mais non, ils ne sont pas fascistes. Et d'ailleurs, parce que vous les laissez aller dans les bras des fascistes. Voilà ce qui se passe. Accord-désaccord ce matin avec deux bretteurs, deux fines lames, André Berkoff et Bruno Roger-Petit. Merci beaucoup, messieurs, et très bonne journée à vous.